La passion, c'est elle qui nous motive. Pour faire quelque chose de grand, pour changer la donne. C'est elle qui nous motive. Peu importe vos origines, votre apparence, elle brûle en vous tous. Elle est universelle. Face à des obstacles infranchissables, elle vous pousse à les surmonter, malgré tout. Elle vous relève. Vous échouez encore et encore. Vous vous endurcissez. Vous apprenez. Et un jour enfin, l'impossible se produit. Quelque chose se brise. Soudain, vos limites sont loin derrière vous. Le plafond qui vous écrasait n'existe pas. Il n'a jamais existé. Vous vous demandez alors, sans ces limites, jusqu'où pouvons-nous aller ? Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition de Samedi Sport en exclusivité sur les antennes de Stade Afrique, la première chaîne des sports en Afrique. Et pour cela, pour la circonstance, nous allons accueillir sur ce plateau Hassan Dame, champion de boxe et qui a récemment participé avec la team olympique du Cameroun pour les JO de Rio. Hassan Dame, bonsoir. Bonsoir. Alors, relatez-nous déjà votre qualification pour les Jeux olympiques de Rio avec la délégation du Cameroun. Alors, tout d'abord, on a eu l'occasion d'accepter les professionnels aux Jeux Olympiques, donc au 1er juin. Donc, ils nous ont imposé une qualification qui se passait du 8 au 12, au 14 au Venezuela. Donc, j'ai tout de suite eu les appels du Cameroun, du président de la fédération, Bertrand Mendouga, qui me proposait de participer pour le Cameroun. Donc, sachant que je suis français, donc j'ai posé la question directement. J'ai la nationalité française et on sait qu'il n'y a pas la double nationalité au Cameroun. Ils m'ont dit, on ne te promet rien, mais on va essayer de faire une dérogation cette fois pour avoir une double nationalité pour toi. Donc, pour moi, c'était assez rapide d'accepter parce que voilà, le sang camerounais coule dans mes veines. Hein, et puis, côté patriotique qui a parlé, je ne partais pas forcément pour l'argent. Donc, sachant que l'argent du Cameroun, ça ne paye même pas un loyer en France. Donc, après, voilà, c'était vraiment pour le cœur et le cœur du Cameroun. Alors, donc, je suis parti au tournoi de qualification qui s'est passé au Venezuela et tout de suite on a rencontré des problèmes avec mon entraîneur français. Et quel genre de problème vous avez rencontré au Venezuela justement avec votre entraîneur? Dès qu'on arrive, la promesse d'avoir un entraîneur national sur place et un délégué ou quelqu'un qui peut venir nous suivre, c'est-à-dire un dirigeant, il n'y avait personne. On était tous les deux abandonnés à nous-mêmes. Il y avait le côté qualification à assurer, et puis le côté paiement, justement, parce qu'il y a un hôtel à payer. Comment ça se passe? C'est vous, Hassan Dame, l'athlète qui prend en charge les conditions d'entraînement pour le Venezuela, ou bien c'est la Fédération camerounaise d'athlétisme, de boxe, autant pour moi, qui se met d'accord avec vous pour cela? Non, c'est la Fédération camerounaise de boxe et le comité olympique, justement, parce que c'est une qualification olympique, donc le comité olympique camerounais est concerné. Donc s'ils m'envoient quelque part pour me qualifier pour les Jeux olympiques, forcément c'est eux qui s'occupent de tous les règlements de facture. Et il faut savoir que je partais me qualifier dans une catégorie qui n'est pas la mienne, tout simplement parce que en France, ma catégorie des poids moyens était déjà qualifiée. Et au Cameroun aussi, par UFCI qui était déjà qualifié. Donc, standard aussi de la délégation camerounaise. C'est ça. Et on m'a proposé de boxer en mi-lourd. Donc il fallait passer de 72 kg, qui est ma catégorie professionnelle, à 81 kg. Donc il faut savoir que je suis parti dans cette qualification, la tête baissée, mais avec l'objectif de gagner dans le nouveau challenge et gagner cette qualification olympique pour le Cameroun. C'est ce qui s'est passé. Baissé avec heureusement pour vous, une âme de patriote, mais vous arrivez dans cette catégorie au-dessus et les Jeux olympiques débutent pour vous. Et après quelques rencontres, malheureusement, cette élimination, racontez-nous, relatez-nous un tout petit peu comment s'est déroulée cette élimination. Est-ce que vous étiez dans des conditions idéales pour pouvoir aller de l'avant? Sinon, y a-t-il eu des dysfonctionnements et à quel niveau? Tout d'abord, après les qualifs, on a été reçus, tous les athlètes de la Cameroun Team à Yaoundé, au comité olympique pour
le passage de drapeau au porte-étendard. Qu'est-ce qu'on vous a promis là-bas? Et à partir de ce moment-là, quand on écoutait tous les discours de tout le monde, c'est-à-dire que tout ce qui passait au micro, donc j'ignore les noms, et M. Odion avait compris. M. Odion, il faut savoir, c'est le secrétaire général du National Olympique camerounais, ouais, sportif camerounais, oui. Voilà, et qui était le chargé de mission à Rio. Donc, ils nous ont dit qu'on a mis les moyens, Cameroun a mis les moyens, et ça, j'en doute pas, pour la préparation et pour les qualifications des Jeux Olympiques et pour les préparations pour les futurs Jeux. Donc, ça veut dire que tout a été mis en place pour qu'on puisse faire des résultats. Et donc, nous, on est parti de Yaoundé étant très confiants. On a eu beaucoup de promesses de primes, c'est-à-dire une prime de participation au tournoi olympique, une prime de qualification et une prime d'entraînement, donc pour de préparation aux Jeux Olympiques, et une prime de participation aux Jeux Olympiques. Et donc voilà, après on a eu beaucoup de promesses qui n'ont pas été tenues jusqu'aujourd'hui. Au niveau de ces primes-là, quelles sont les primes que vous avez perçues avant d'aller à Rio et quelles sont celles que vous n'avez pas perçues? Alors, depuis Yaoundé, on a perçu la prime de participation aux Jeux Olympiques, la prime de participation au tournoi de qualification. Et jusqu'aujourd'hui, on attend la prime de qualification et la prime d'entraînement qui était de 55 $ par jour, sachant qu'on a fait 1 mois d'entraînement. Et mes collègues qui sont au Cameroun sont partis 1 mois et demi en Ukraine en préparation. Donc, en gros, nous sommes à 1 semaine après la compétition, vous n'avez toujours pas perçu ces primes? On n'a toujours pas perçu ces primes. Vous y croyez encore d'ailleurs? J'y crois à moitié, tout simplement parce que je compte sur mes messages. Des messages auprès de qui? Auprès des médias, oui, et de mes réseaux sociaux pour que la présidence de la République, que j'interpelle personnellement, et le ministère des Sports puissent mettre le doigt sur ce dossier. Mais vous considérez que qui sont les responsables Odion, en sa qualité de SG du Comité national olympique sportif camerounais, ou Kalkaba en tant que président du comité? Je pense que le comité olympique est concerné, parce que cet argent n'est parti nulle part. M. Kalkaba en sait quelque chose, parce qu'il sait quelles sont les promesses qu'ils ont faites aux sportifs, parce que je ne suis pas le seul dans le même cas. Tous les sportifs camerounais n'ont pas été payés. Donc, M. Odion suit des ordres du haut placé. Donc, il y a, comme il disait M. Kalkaba à la réunion, c'est moi qui gère et tout, mais j'ai mis une équipe pour s'occuper de tout ça. Et à chaque fois, il nous renvoyait vers M. Odion, qui a une très grosse force de manipulation. Ah oui, d'accord. Mais qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à dire que M. Odion est un manipulateur? Quels sont les éléments de preuve? Parce que nous sommes dans un entretien assez sérieux tout de même. Et le fait pour vous d'infirmer tout de moins cela, on aimerait avoir un élément d'information, du moins, qui vous pousse à pouvoir déclarer cela. Alors, tout d'abord, depuis Yaoundé, j'étais avec le secrétaire général, M. Calon, dans son bureau, et il m'a dit et affirmé devant M. Calon, il peut être témoin, parce que je l'ai encore eu au téléphone il y a longtemps, puis il n'y a pas longtemps, et il m'a dit, oui, j'étais là, j'étais présent. Il m'a affirmé de repartir sur Yaoundé, sur la France, me préparer, qu'il ne va pas bouger de Yaoundé tant que nos problèmes ne sont pas réglés. Donc il m'a dit, je te fais un virement dans ton compte de la prime de qualification et de la prime d'entraînement. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu venir. J'ai hésité à partir, j'ai même menacé de ne pas partir parce que j'ai déjà une dette avec le comité olympique, avec le même Kalkaba. Et ça, c'était pour quelle année ça? Ah, pour Athènes. En gros, il m'avait pris 1 500 000, dont je n'ai toujours pas été payé de ma prime olympique. En gros, à Sandam, vous avez participé avec la team olympique en 2004 et vous avez un montant que vous réclamez au Comité national olympique sportif du Cameroun en 2004. Et en 2016, vous mettez de côté, vous vous dites que peut-être les choses ont avancé et malheureusement, vous retombez dans la même situation. Et je fais même ça, pourquoi? Parce que je fais confiance à mon président qui se bat et qui s'est toujours battu pour la boxe camerounaise, président de la fédération. Ndonga. Oui, Ndonga. Il se bat toujours et il s'est toujours battu pour la boxe, qui m'a fait confiance. Et lui seul m'a fait confiance et a cru en moi. Parce que quand je reçois des messages de la fédération qui dit
Aujourd'hui que tu es qualifié, tout le monde te court après. Mais en fait, les messages que j'avais avant, c'était qu'il ne fallait même pas t'appeler parce que c'était pas sûr que tu devais te qualifier. Ça veut dire que personne ne croyait en ma qualification. Et seul Mendoga leur a dit, lui, ce petit, va nous faire une surprise parce qu'il croit en moi, il croit en mon talent. Malgré la catégorie, il a su que je pourrais faire quelque chose. Et je crois aussi en moi, en mes talents. Si je ne croyais pas, je n'aurais pas accepté de partir en qualification, sachant que j'étais dans une catégorie de 10 kilos au-dessus. Donc, voilà, après c'est cruel la boxe. Maintenant, je dis, il y a plein de problèmes qui doivent se régler. Monsieur Odion a fait des promesses, m'a dit je vais venir. Il n'a jamais cru en moi. Moi, je leur ai fait confiance parce que je me suis dit, ils ont confiance en moi. Ils m'ont rappelé depuis la France pour participer au tournoi de qualification et aux Jeux Olympiques. Je vais peut-être mettre le problème d'Athènes de côté et leur faire confiance cette fois. Mais avec le discours qu'on a entendu à Yaoundé sur les moyens qui ont été mis en place, je me suis dit peut-être que cette fois ça va mieux aller. Mais non, on repart sur les mêmes bases. Mais celui qu'on avait en face aujourd'hui n'était pas le petit gamin de 20 ans qui avait à Athènes. Il y avait quelqu'un qui revendiquait des primes pour lui et pour ses collègues, qui osait ouvrir sa bouche parce qu'avant, personne ne pouvait ouvrir la bouche. Vous avez des anecdotes assez particulières de ce qui s'est tramé justement du côté de Rio. D'ailleurs, avec votre élimination autour de votre entraîneur qui malheureusement ne pouvait pas vous rejoindre sur le ring pour pouvoir vous assister. Comment vous avez vécu cela? Que s'est-il passé? Je comptais vraiment en venir là-dessus parce que c'est un scénario qui est alarmant. Oui, ubuesque. Vraiment alarmant parce que comment pouvez-vous insinuer que mon entraîneur ne peut pas être dans le coin, n'est pas dans la liste de la Cameroun Team, mais vous lui envoyez un billet d'avion? C'est incompréhensible. À la base, mon entraîneur est dans la liste, dans l'effectif Cameroun Team. Quand je pars de Yaoundé, tout est bon, tout est bien réglé, j'ai bien vu la liste, donc il est dans la liste. Justement, avant qu'on en arrive, une petite question entre les deux. Quel est le rôle d'un entraîneur national et d'un entraîneur personnel comme le vôtre? Quel est, dans les deux cas, celui qui est censé être le plus important? Parce que dans certains échanges au Cameroun, l'on a justement évoqué cela sur certains plateaux, où on a quasiment fait allusion au fait que l'entraîneur principal est le plus important et que l'entraîneur personnel, c'est juste le privilège qu'on accorde à certains athlètes. Alors, je vais expliquer à tous les Camerounais, à tous les Africains qui me regardent aujourd'hui. L'entraîneur qui vous suit tous les jours, qui vous connaît mieux que personne, c'est la personne qui est la mieux adaptée pour vous avoir dans un combat parce qu'elle saura reconnaître des faiblesses que vous avez, des lacunes. Au moment venu, elle pourra vous dire d'accélérer parce qu'elle a suivi votre préparation. Elle sait exactement à quel moment vous pouvez accélérer, à quel moment vous pouvez revenir. Si vous avez un entraîneur qui théoriquement est très bon parce qu'il a fait des formations à l'INGS et qu'il n'a jamais mis une paire de chaussures pour aller courir et il se retrouve devant vous à vous insulter que vous êtes nul ou bien vous gronder pendant un round au lieu de vous donner une stratégie de combat pour plus tard, alors là je dis c'est quand même grave. Si vous avez regardé l'équipe de France, vous avez au moins 7 entraîneurs. Ce ne sont pas des entraîneurs nationaux, c'est des entraîneurs personnels. Il y avait un entraîneur national, voire 2, mais il y avait toujours 3 entraîneurs dans le coin. Parce qu'il y avait l'entraîneur personnel du boxeur qui était sur le ring à ce moment-là. Parce que c'est super important pour lui le travail d'approche avec les entraîneurs nationaux pour leur expliquer que le petit, à ce moment-ci, ce n'est pas bon. Il faudrait qu'il redescende parce qu'au 3e round ou au 2e round, il faudrait qu'il fasse ça. Moi, je pense que l'entraîneur personnel est super important. L'entraîneur national, vu son grade, a aussi des choses à apporter, mais l'entraîneur national qu'on avait n'avait pas le niveau d'être là. Il n'a pas le niveau d'être là, quoi qu'il arrive. Parce que je me rappelle un entraînement, on est parti dans une favelas pour faire plaisir à un petit Camerounais. Il voulait faire plaisir à un petit Camerounais, sachant que nous, on avait des problèmes de faire entrer mon entraîneur dans la Cameroun Team. Et il nous a amenés dans une favelas où on s'est retrouvé un peu, je peux dire, même en danger, parce qu'on avait des petits avec des armes, et des petits de 12-13 ans. Et on allait mettre des gants avec des jeunes de cette favelas. Et mon entraîneur personnel
regardait comment ça se passe. Il a dit, je vais peut-être observer comment ça fonctionne pour que je puisse m'adapter à lui. Et au premier round, il s'est complètement retourné à me regarder et me dire, c'est quoi ça? Il ne donne pas de conseils, il les insulte. Il est gronde sur le ring. Il a dit c'est impossible pour les enfants de performer de cette manière-là. Les enfants ont du talent. Alors, parlons maintenant des primes pendant la compétition avec les différents protagonistes, le rôle des uns et des autres, notamment les hauts responsables de cette délégation. Vous avez évoqué le cas d'Ojong, on peut aussi évoquer le cas de M. Kalkaba et tout ce qui était autour de lui. Comment est-ce qu'il gérait le dossier autour des primes avec la délégation, sachant que vous étiez considéré dans le groupe comme un leader, hein. C'était vous qui... Comme un grand frère, ils m'ont donné ce rôle-là. Ça vient de M. Ojong. Quand j'ai perdu, il m'a appelé tout seul, il m'a dit ne pars pas maintenant, on aura besoin de toi. Tu es le grand frère de ces jeunes, il faudrait que tu te comportes autant, c'est-à-dire qu'il faudrait que tu les encourages à aller plus loin possible par rapport à leur talent. Et toi, avec ton expérience, on aura besoin de toi. Alors tu te comporteras comme un grand frère pour eux. Et quand je me comporte comme un grand frère, ça veut dire que les petits frères ne viendront pas. Je deviens le lien entre ces petits et le comité olympique et les dirigeants. Donc forcément, ils viendront me parler de leurs problèmes, de leur manque, de ce qu'ils ont besoin pour être motivés, pour pouvoir aller plus loin. Et ils me parlent de leurs primes. Qu'est-ce que je fais? Je reviens vers eux et quand je leur parle, je deviens un problème parce que non. Il faudrait que je me taise, il faudrait que je ferme ma bouche, que je continue mon travail de grand frère. Non, le travail de grand frère et de leader était justement de poser ce problème sur la table et de leur dire les petits ne peuvent pas performer. Pourquoi? Parce que dans leur tête, ils pensent à leur argent. Est-ce qu'ils les auront? Et je deviens un problème. D'accord. J'ai même été traité de pas humble et de... Par qui ça? Pas monsieur Kalkaba. Ah, d'accord. Très bien. On va vous demander un dernier témoignage de ce qui s'est passé en gros autour de cela pour pouvoir sortir définitivement de cet entretien. Alors, le gros problème, donc je parle de mon entraîneur et de tout ce qui s'est passé, c'est que mon entraîneur s'est retrouvé vraiment à l'extérieur. On a dit que monsieur Essama était parti depuis le 15 juillet pour régler le problème de la Cameroun Team, mais il a passé son temps qu'à créer des problèmes parce qu'à notre arrivée, on nous a dit que M. Sama a retiré le nom de mon entraîneur la veille de son arrivée. Et M. Sama, pour se justifier, a dit qu'il a reçu des ordres de M. Ojong depuis Yaoundé. Donc, je pense qu'il y a une très mauvaise organisation autour de la Cameroun Team. Et pendant les réunions que M. Kalkaba conviait avec M. Oona, on a vu que je n'étais pas le seul dans cette situation. Parce que la judokate, elle a combattu sans kimono et sans entraîneur. Parce que son entraîneur personnel était dehors. Elle a posé le problème à M. Kalkaba et M. Kalkaba l'a carrément blâmé en disant on ne ramène pas les entraîneurs personnels ici. Tu aurais dû penser avant. Excusez-moi, mais l'entraîneur personnel, c'est la meilleure personne, comme je disais tout à l'heure, c'est la personne la plus adaptée pour être auprès de vous pendant les grandes compétitions. Malgré tout, j'interpelle le président de la République, j'interpelle le ministre des Sports en disant nous sommes des porte-drapeaux du pays, du Cameroun. On se donne toujours à fond malgré ce qui s'est passé. On n'oublie pas le pays. Et on fait briller le nom, retentir l'hymne national et le nom du Cameroun au haut niveau. Mais il y a des personnes qui ne sont pas aptes et qui ne sont pas à leur place qu'il faudrait changer. Voilà, pour faire, et parce qu'ils salissent l'image du Cameroun à l'extérieur. Très bien, Hassan Dam, on vous remercie pour cet entretien. Monsieur Dam, merci de nous avoir suivis. C'était Hassan Dam au micro de Samedi Sport dans cette édition très spéciale sur les antennes de Stade Afrique, la première chaîne des sports d'Afrique. Merci encore de nous avoir suivis. À très bientôt. La passion, c'est elle qui nous motive. Pour faire quelque chose de grand, pour changer la donne, c'est elle qui nous motive. Peu importe vos origines, votre apparence, elle brûle en vous tous. Elle est universelle. Face à des obstacles infranchissables, elle vous pousse à les surmonter, malgré tout. Elle vous relève, vous échouez encore et encore, vous vous endurcissez, vous apprenez. Et un jour enfin, l'impossible se produit, quelque chose se brise. Soudain vos limites sont loin derrière vous.
Le plafond qui vous écrasait n'existe pas. Il n'a jamais existé. Vous vous demandez alors, sans ces limites, jusqu'où pouvons-nous aller? Decimos no al racismo. Nee tegen racisme. Nein zu Rassismus. Non au racisme. Non à le racisme. No to racism.